Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal, vous êtes sur RTI 1. Le scrutin sénatorial se tient le 24 mars prochain. La commission électorale indépendante CEI a ouvert la phase de dépôt des candidatures. Elle va durer 15 jours et les dossiers reçus seront ensuite analysés par la commission. Des investisseurs étrangers dans le domaine de l'exploitation minière et dans le secteur des infrastructures ont rencontré hier le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour lui faire le point de leur présence dans le pays. Une conférence donateur pour la force du G5 Sahel se tient ce vendredi à la Commission européenne à Bruxelles. L'objectif de cette conférence est de mobiliser des fonds pour financer la première année de la force conjointe. Aujourd'hui, vendredi 23 février, la Commission électorale indépendante CEI a ouvert ses portes pour le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des sénateurs. Les agents récepteurs sont présents, mais aucune candidature enregistrée en cette première mi-journée. Sur place, 6 boxes de réception reparties selon les différentes régions ont été installées à raison de 2 agents par box. Ils sont chargés pendant les 15 prochains jours de vérifier tous les documents des candidats avant de les transmettre au service informatique pour le traitement des dossiers. Le Premier ministre a reçu hier jeudi 2 délégations de chefs d'entreprise étrangers. La société minière Randgold Resources, exploitante de la mine d'or de Tongon, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, à environ 640 km d'Abidjan, et ensuite une délégation portugaise qui œuvre dans le secteur des infrastructures. Ces majors sont venus faire au Premier ministre le point de leurs activités ici en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Bangbo. La série des audiences a été ouverte par la société Randgold Resources, conduite par son président directeur général, Mark Bristow. Randgold Resources est la société qui exploite la mine d'or de Tongon, située dans le département de Mbengue, au nord de la Côte d'Ivoire. Au menu des échanges avec le Premier ministre, le bilan des activités de la société, mais également ses projets d'investissement. So we've invested more than $700 million. You might want to put that in. Le plus gros projet sur lequel nous avons investi en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la mine d'or de Tongon, qui représente un investissement de plus de 300 milliards de francs CFA. Et cet investissement, lorsque vous regardez la durée de vie de la mine, il nous reste aujourd'hui à peu près 4 à 6 ans encore en exploitation. Donc ce qui est important pour nous dans nos perspectives, c'est de commencer à réfléchir à l'après-Tongon. Au total, Randgold Resources a contribué depuis la création de la mine d'or de Tongon à plus de 500 milliards de francs CFA à l'économie ivoirienne. Le Premier ministre a également reçu une délégation de Mota Engil, une entreprise portugaise de bâtiments et travaux publics spécialisée dans la construction d'infrastructures et génie civil. Le Premier ministre a évoqué avec ses hôtes l'état d'avancement des projets dont le groupe est porteur en Côte d'Ivoire. Vos chiffres de croissance ne laissent personne mentir. Vous avez beaucoup d'avenir et nous voulons partager avec vous des projets d'avenir. L'entreprise qui est déjà implantée dans 14 pays en Afrique entend faire de la Côte d'Ivoire un des principaux pôles de son développement sur le continent. C'est la fin des travaux sur la 6e revue annuelle de la performance du portefeuille des projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale. L'institution financière et l'État de Côte d'Ivoire se sont engagés à améliorer le taux de décaissement. À ce jour, il est de 7,4%. Francis Boifo. Contrairement aux 2 dernières années, le taux de décaissement des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est faible. Il se situe à 7,4% à fin janvier 2018 contre 13,11% en 2017 et 20,7% en 2016. C'est un taux qui est faible, mais c'est normal parce que dans ce portefeuille, vous avez des projets qui commencent nouvellement. Donc les différentes réunions sont en cours pour permettre au projet vraiment d'ici le mois de juin de faire un très bon taux de décaissement. L'essentiel, c'est d'arriver au cible minimum de 20% d'ici fin juin. Et nous sommes confiants parce qu'on travaille chaque jour avec toutes les équipes et il faut regarder ce qu'on appelle le pipeline. C'est les projets qui sont en préparation qui vont au conseil d'administration. Pour l'année fiscale 2018, entre juillet jusqu'à juillet 2017 jusqu'à juin 2018, si tout va bien, on va approuver 950 millions de dollars supplémentaires pour la Côte d'Ivoire en projet.
soit un appui budgétaire dont le montant est compris entre 450 et 475 milliards de francs CFA. Preuve que l'institution financière continue de soutenir la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement en faveur des populations. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à faire désormais une programmation optimale des ressources budgétaires en conciliant la capacité budgétaire de l'État et les objectifs opérationnels des projets. La régularité des rencontres avec les coordonnateurs des projets devra être maintenue en vue d'un suivi plus actif du déroulement du chronogramme des activités et de l'anticipation budgétaire pour les projets en préparation. Le portefeuille global actuel comprend 17 projets pour un montant de 606 milliards 825 millions de francs CFA. Depuis 2014, le ministère des Transports a engagé une vaste réforme du secteur. Les textes adoptés sont-ils appliqués sur le terrain? Sont-ils seulement connus des acteurs du secteur? Une campagne de vulgarisation a été lancée en décembre dernier. Où en est-elle aujourd'hui? Justine Djiké. L'importante réforme institutionnelle en ce qui concerne la loi d'orientation du transport intérieur, l'adoption de nouveaux textes, l'adaptation des textes existants au nouveau contexte national et au contexte régional, l'organisation des transporteurs, l'élaboration et l'adoption du plan d'action national de sécurité routière, la libéralisation et l'automatisation du contrôle technique automobile, la restructuration du processus d'immatriculation des véhicules, l'amélioration de la gouvernance du secteur du transport routier, l'amélioration de la fluidité routière. Les textes relatifs à ces réformes sont vulgarisés depuis le 20 décembre 2017 à travers des ateliers sur toute l'étendue du territoire national en direction des préfets, des élus locaux, des forces de défense et de sécurité, des conducteurs routiers et des transporteurs. C'est au tour de la région des Lagunes d'accueillir l'atelier. Pour nous, c'est un cadre important qui nous permettra de comprendre ensemble les textes qui régissent le secteur. Et nous pensons qu'en harmonie, en union avec les différents acteurs, nous pourrons, sur le terrain, dans les différents départements que nous gérons, suivre le secteur dans son développement. Pendant les 2 jours où les fonctionnaires de l'État vont nous expliquer le contenu de ces textes, avec les questions certainement que nous aurons à poser aux structures sous tutelle, nous sortirons du titre certainement renforcés parce que nous aurons les informations nécessaires qui régissent nos secteurs d'activité. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons plus ignorer ce que dit la loi. Depuis 2011, le ministère des Transports a entamé la réforme du secteur du transport en vue de réglementer le transport routier, fer de lance de l'économie ivoirienne qui représente 7% du produit intérieur brut PIB. Restons sur la route avec l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Depuis son ouverture en 2015, de nombreux accidents ont été enregistrés, notamment au rond-point d'Anani et de Mossou. Quelle est la cause de ces accidents malgré les panneaux de signalisation? Que faire pour arriver à y mettre fin? Franck Quadio. Autoroute Abidjan-Grand Bassam, à 100 mètres du carrefour Anani, un panneau de signalisation indique clairement qu'il y a un rond-point. Et à 50 mètres devant, un autre panneau vous dit « Vous n'avez pas la priorité au carrefour giratoire ». Malgré l'existence de ces panneaux, que d'accidents à ce rond-point. Il ne se passe pas de jour sans que des personnes le laissent ici, leur vie. Généralement, l'accident se produit plus tard 20h, les 20h, 21h, plus tard la nuit, quoi. On vient trouver le matin qu'il y a un accident ici. Mais la journée aussi, ça se fait, ça se passe, mais la journée, c'est rare. C'est rare la journée. Depuis l'année a commencé, bon, comme on n'a pas compté, on n'a pas pris le nouveau, mais quand même c'est beaucoup. Parce que déjà, il faut voir dans une semaine déjà, il y a au moins 2-3 accidents. Les plus grandes victimes sont celles qui ne connaissent pas cette voie et aussi les personnes qui conduisent à vive allure, souvent sous l'effet de l'alcool. Tenez, ce véhicule fait partie des victimes de ce rond-point. Des témoins nous informent que le conducteur serait décédé. Et à voir l'état du véhicule, il n'y a aucun doute, l'accident a été dramatique. Mais il n'y a pas que les automobilistes qui sont en danger par ici. Certaines habitations étant situées non loin du rond-point, beaucoup reçoivent la visite d'automobilistes imprudents. Voilà ma maison qui est là. À cause de l'accident qui se produit ici, là.
Un gros camion est tombé à minuit, il est venu rentrer sur nous. Par la grâce de Dieu que personne n'est blessé. Et à cause de ça, on a eu à déménager. Donc là, c'est pas facile. Il y a une voiture qui faisait le tour du rond-point. Lorsque la voiture a fait le tour, je ne sais pas s'il n'a pas su qu'il y avait un rond-point. Et du coup, il était tellement plein qu'il n'a pas pu freiner. Donc, il est rentré dans la maison. Dieu merci, il n'y avait personne dans la maison. Le désarroi des habitants est encore plus grand lorsqu'ils doivent débourser de l'argent pour réhabiliter leurs biens. Quand les voitures entrent dans la maison, on essaie de négocier avec les propriétaires des véhicules. Eux disent non, ils sont déjà assurés, qu'on doit poursuivre l'assurance. Mais on ne peut pas, on n'a pas l'argent pour dire non, poursuivre ça, c'est pas aujourd'hui, ça va sortir. Donc la maison peut rester comme ça. Donc nous-mêmes, on fait notre effort, de prendre nos petits jetons, on peut pas donner à notre enfant, payer les briques encore pour refaire ça. À l'ouverture de l'autoroute, il n'y avait que du sable au milieu de ce rond-point. Et au vu des nombreux accidents enregistrés par ici, des balises de sécurité en aluminium solide ont été installées. Ce qui n'a pas freiné les accidents, mais bien au contraire, occasionné de nombreux décès. Aujourd'hui, c'est encore pire avec les bétons qui sont venus s'ajouter aux balises de sécurité totalement saccagées par endroits. Ça, moi, je ne sais pas de quoi ça sert. Et puis, vous mettez les choses, les gens mettent les choses comme ça pour rentrer, pour tuer les pauvres femmes, les pauvres gens. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. Ce que moi, je vois à la rentrée d'Abidjan, elle a fait 2 dames. Moi 4, mais 3. Avant de venir au rond-point, avec 2 dames. À la sortie, avec 2 dames aussi. Ça a vidé la Sénat. Je pense que la solution, ce n'est pas de bétonner la chose, le rond-point. C'est plutôt de faire des ralentisseurs, faire en sorte que quand les voitures arrivent, elles sont obligées de ralentir. Des bandes rigueuses pour contraindre les automobilistes à ralentir, une solution que proposent automobilistes et habitants du quartier. Selon eux, depuis l'ouverture de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam en 2015, plus de 300 accidents avec mort d'homme ont été enregistrés à ce seul rond-point. Mais il n'y a pas que le rond-point d'Anani, celui de Moossou, à l'autre bout de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, longue de 15 km, enregistre également de nombreux accidents. Au cours de notre reportage à ce rond-point, un car de transport en commun avait déjà terminé sa course dans le décor et sa position actuelle peut même provoquer d'autres accidents à cause du béton qu'il a trimballé dans sa chute. Rond-point d'Anani et de Moossou, ces aménagements particuliers pour réguler la conduite automobile sont devenus de véritables carrefours de la mort, malgré l'éclairage qui existe sur le long de l'autoroute jusqu'à ces endroits. Les 17 entreprises publiques et parapubliques sous la tutelle du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste ont reçu leur feuille de route pour l'année 2018. Elles ont fait le bilan de leurs activités durant l'exercice écoulé et présenté une demi-dizaine d'actions prioritaires pour cette année. Lancine Bakayoko. À travers cette rencontre stratégique, la deuxième du genre après celle de l'année passée, le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste ambitionne d'instaurer dans les établissements sous sa responsabilité administrative un management de type participatif axé sur la performance. Il s'agit pour nous de travailler pour apporter des solutions, pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Aucune de nos structures ne doit être une structure, j'allais dire, pour la forme, entre guillemets. Après avoir présenté les résultats financiers, les structures sous tutelle ont défini chacune 5 actions prioritaires. Toutes des actions de développement qui viennent meubler le plan d'action prioritaire du département ministériel. Un plan d'action 2018 à fort impact social qui devrait intégrer quelques innovations technologiques. Il est important pour ceux qui n'ont pas encore complètement pris le pli de s'y mettre. Il faut vraiment que chacun de nous soit un expert, en guillemets, dans l'utilisation de ces outils. Pour une meilleure application des politiques élaborées de commun accord, des contrôles périodiques vont être effectués. Il s'agit d'amener les sociétés sous tutelle à faire preuve d'anticipation, question de minimiser les difficultés qui pourraient apparaître dans l'exécution du plan d'action prioritaire. Et il nous appartient d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, d'être en permanence en alerte sur tous les problèmes qui peuvent sortir de nos structures sous tutelle. Cette année, la mise en œuvre du plan d'action prioritaire va nécessiter
un financement de 198,6 milliards de francs CFA. La communication et le marketing, premières étapes des Journées nationales métiers 2018 à Yamoussoukro. Le réseau ivoirien des communicants a invité le directeur général de la RTI pour une communication sur les nouveaux enjeux des directions communication et marketing. Kader Sogodogo. Le RICOM, le réseau ivoirien des communicants, et RHMAG initie les Journées nationales de la communication et du marketing. À cet effet, plusieurs responsables de la communication et du marketing du secteur public et du secteur privé sont à Yamoussoukro pour un partage d'expériences dont le but visé est d'accroître davantage les performances des entreprises. Les JNCM nous réunissent afin d'échanger et de partager nos expériences sur des thématiques d'actualité de notre fonction, dont l'apport à la compétitivité et à la performance de nos organisations ne fait aucune ambiguïté. Mieux, il est désormais indéniable que la fonction communication et marketing occupe une position capitale au cœur de la maîtrise des enjeux liés à la performance de nos entreprises. Le thème de l'édition 2018 est Nouveaux enjeux des directions communication et marketing et performance des organisations. Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, invité du RICOM, a dans sa communication insisté sur les innovations dont doivent s'approprier tout communicant pour garantir la croissance de son entreprise. La vision est quelque chose d'essentiel. Vous devez aussi constamment participer à cet effort au sein de l'entreprise, d'amener les uns et les autres à se poser la question de la vision. Quelles sont les tendances? Où est-ce que nous sommes en train de partir? Est-ce qu'on peut continuer à fonctionner comme on fonctionnait? Est-ce qu'il n'y a pas certaines évolutions qui vont venir remettre en cause la manière dont nous travaillons? C'est une partie de votre travail de le faire passer. D'autres sous-thèmes seront développés durant 2 jours. Le développement d'une stratégie financière, les relations presse et publiques au service de l'image de l'entreprise. Une somme d'expérience pour les participants à ces Journées nationales de la communication et du marketing 2018. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de signer une convention de partenariat avec une banque commerciale. Il est question d'accompagner les éleveurs de volailles, les aider à avoir accès à des prêts bancaires. Lancine Bakayoko. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani, il s'agit d'une ligne budgétaire de l'État mise en place pour faciliter l'accès des opérateurs au crédit bancaire, ce qui devrait améliorer leur professionnalisation et leur compétitivité de manière durable. Le montant plafonné des crédits est de 50 millions de francs CFA. La signature de la convention est le résultat d'un long processus initié depuis 2016 entre notre département ministériel et la direction de la banque. Avec le partenariat de ce jour, nous passons à la phase de vulgarisation de ce fonds, après, bien sûr, le financement des 12 premiers apiculteurs en 2014. Ce projet n'est qu'à ses débuts. Le gouvernement envisage en effet de renforcer sa politique de modernisation de l'élevage en mobilisant d'importantes ressources financières pour alimenter ce fonds. Avec ce partenariat que nous tissons, nous allons atteindre nos objectifs et même aller au-delà pour que désormais la viande de volaille ne soit plus considérée comme de la viande de luxe, mais de la viande qui va être vulgarisée dans tous les foyers au niveau de notre pays. Le nombre d'aviculteurs est passé de 1500 en 2006 à environ 2200 en 2015. Une trentaine d'entreprises dans les autres maillons de la filière, que sont la production d'aliments, la couvage et la transformation, ont été installées. La filière produit plus de 170 000 emplois, dont 50 000 directs. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves pour l'exercice 2018. Ce montant va permettre d'assurer les activités de surveillance et aussi d'aménagement des parcs. Grâce Kando. Le réseau des parcs nationaux et réserves est soumis à diverses pressions, entraînant une dégradation manifeste des écosystèmes. Pour pallier cet état de fait,
l'État de Côte d'Ivoire a engagé une réforme en vue d'assurer une meilleure gestion des parcs et réserves. La réforme a vu la création de la Fondation des parcs et réserves. Cette structure vient d'octroyer une subvention d'1 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, à travers une signature de convention. C'est un fonds fiduciaire. Alors, le mécanisme il est simple. Il s'agit donc de bénéficier des fonds. Nous avons un capital que nous faisons fructifier et les revenus sont remis à l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion des parcs nationaux à travers l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces fonds vont servir à mettre en œuvre les fonctions de gestion des parcs nationaux. Il s'agit seulement des activités de surveillance, des activités d'aménagement, des activités de valorisation et puis des activités d'appui aux populations qui vivent à la périphérie des aires protégées. Sont visés par la subvention les parcs de Taï, de la Comoé, d'Azagny et du Mont-Sangbé. Ces 4 parcs représentent 86,5% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux. Pour la conservation de la diversité biologique, notre pays a mis en place un réseau de parcs nationaux et réserves naturelles qui sont représentatifs de l'ensemble des écosystèmes de la Côte d'Ivoire. Ces derniers constituent aujourd'hui les principaux sanctuaires naturels des espèces fauniques et floristiques de notre diversité biologique. C'est depuis 2014 que la Fondation pour les parcs et réserves apporte son appui financier à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ces dons sont évalués aujourd'hui à la somme de 3,37 milliards de francs CFA. Galébré, à 40 km de Gagnoa, récemment érigé en chef-lieu de sous-préfecture, dispose d'importantes infrastructures de développement, notamment des établissements secondaires publics et privés. Mais que de difficultés pour ses élèves au quotidien. Notre reporter Mamadou Kouassi s'y est intéressé. Galébré, une sous-préfecture située à 40 km de Gagnoa, sur l'axe Gagnoa-Yabayo. Depuis 2 ans, un collège de proximité y est ouvert. Mais que de difficultés pour ses élèves. Assis dans le noir, Jean Jaurès et son frère révisent leurs cours à l'aide d'une torche. Leur habitation ne dispose pas d'électricité et le seul lampadaire qui leur permettait d'étudier à la tombée de la nuit est défaillant depuis des mois. Comme on ne peut pas étudier sans le courant, nous ne pouvons pas nous sortir à l'école. J'ai eu 9 de moyenne en premier trimestre. Je n'ai pas de roman. On nous donne des exercices. Arrivé parfois même en classe, quand il ne fait pas ces exercices, on me donne 0. Nos parents sont au village. Ils n'ont pas de moyens pour acheter aussi nos livres. Jean Jaurès et son frère viennent d'un village de la sous-préfecture de Galébré. Ils louent une maison précaire au prix de 2000 francs CFA au quartier Zamamboko. Mais Jean Jaurès et son frère enregistrent déjà 5 mois d'arriérés de loyer. Le comble de tout, visitons leur dortoir, mais évitez de lui donner un qualificatif. Comme souvent les parents ne viennent pas, donc moi je les aide, je compte plus sur les parents quoi. Ils sont devenus comme mes petits frères, moi j'ai des enfants. Donc je ne peux pas voir un enfant souffrir, donc je fais en tout cas de ma manière et puis je suis à les enfants. À quelques pas de là, Wilfried, 14 ans. Il est à la cuisine, une cuisine de fortune en plein air dans le noir. Au menu ce soir, du riz aux haricots. Il est l'aîné d'un groupe d'enfants de la même condition de vie que Jean Jaurès. Nous avons préparé haricots, mélangé riz. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons eu pour préparer. C'est pour aujourd'hui soir et puis demain midi. C'est celui qui arrive premier qui prépare. Et lui peut descendre à 16h, nous on descendu à 18h. Certaines bonnes volontés apportent souvent assistance à ces enfants livrés à eux-mêmes. Ces enfants me font très pitié. Non, ils sont obligés de venir chez moi ici, comme moi j'ai lumière ici, pour venir se débrouiller. C'est tout ce que moi je peux faire pour eux. Cette situation est générale pour la majorité des élèves des établissements secondaires de la sous-préfecture de Galébré. Mais elle l'est davantage pour Juan, albinos, élève en classe de 3e dans un établissement privé de Galébré. Elle vit seule, une situation qui accentue davantage sa vulnérabilité. Souvent quand il quitte l'école, il vient
C'est maintenant que je vais préparer. Souvent, il arrête de préparer. Il prend mes cahiers, il m'a étudié parce qu'il voit que je fais trop tard. Là, c'est trop difficile pour moi, même à l'école. Je suis obligée d'approcher le cahier là, mes yeux, pour que je vois. Moi, je voulais lumière pour étudier et j'ai besoin des verres. Ces conditions de vie ne favorisent pas de meilleurs rendements à l'école pour ces élèves. Leur moyenne oscille entre 7 et 12. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des structures en charge des orphelins et des enfants vulnérables du fait du VIH, appuyer les centres sociaux dans leur rôle de coordination, c'est le but des dons faits par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et le PEPFAR. Plus de 80 millions de francs CFA ont été offerts aux plateformes de prise en charge de ces enfants. Des dons en nature, entre autres un véhicule, 15 motos, 30 ordinateurs et accessoires, une vingtaine d'imprimantes. Le Conseil régional du Tongpi a procédé à l'inauguration des infrastructures sociales de base dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification rurale. L'objectif premier étant d'améliorer les conditions de vie des populations. FBoué. Les femmes de Gbombelo, un village de la sous-préfecture de Biankouman, donnaient la vie dans des conditions difficiles, avec parfois des conséquences fâcheuses. Je m'ai accouché en brousse, je dors au champ, j'accouche dans le campement. On avait aussi ici souvent des accidents dans l'accouchement. Aujourd'hui, ce n'était pas en avant pour Gbombelo qui a désormais sa maternité. Que de joie. On a une maternité maintenant en sécurité. Nous sommes très contents. Toute la population est contente à travers moi. Je demande à mes soeurs de fréquenter le centre parce qu'il ne faut pas construire et puis aller toujours accoucher à la maison. Une maternité offerte par le Conseil régional du Tongpi. À l'instar de Gbombelo, d'autres localités de la région du Tongpi ont bénéficié aussi d'infrastructures sanitaires. C'est le cas des dispensaires de Guélémou et de Gossesso qui ont été réhabilités. La localité de Boguno 2 dispose désormais d'un centre de santé urbain. Outre la santé, le Conseil régional du Tongpi a réalisé plusieurs infrastructures dans le domaine de l'éducation. Un bâtiment réhabilité au lycée moderne Robert Gueye de Biankouman, un bâtiment de 4 classes plus bureaux au collège moderne des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans, un bâtiment de 3 classes plus bureaux pour le village de Gonguné 1, un collège moderne à Gwekanguné. Le secteur de l'électrification rurale n'a pas été omis. Les localités de Gand 1, Gand 2, Gomen-Pleu, Biankouman ancien village ont été reliés au réseau électrique. Pour le Conseil régional du Tongpi, l'inauguration de ces infrastructures sociales de base est un moment de communion avec les populations. Ça nous permet de donner des conseils, ça nous permet de les mobiliser autour des infrastructures que nous mettons en place pour l'entretien, mais aussi pour la fréquentation. Et puis bon, évidemment, c'est des occasions pour eux de nous présenter d'autres doléances. Vous savez que nous devons élaborer les programmes en prenant l'avis des populations. Des populations heureuses de l'effort fourni pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles promettent faire bon usage de ces infrastructures. Les préliminaires du dialogue inter-togolais reprennent ce vendredi après-midi à Lomé. Les travaux reprennent où ils ont été laissés en début de semaine. Depuis l'ouverture des discussions, 41 personnes ont pu bénéficier de la grâce présidentielle et recouvrer la liberté. D'autres mesures, selon la coalition de l'opposition, sont encore en suspens. Une conférence donateur pour la force du G5 Sahel se tient depuis ce matin à la Commission européenne à Bruxelles. Les 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernements européens planchent sur la mobilisation des fonds pour financer la force conjointe. Plus de 300 millions d'euros, près de 200 milliards de nos francs sont nécessaires. Iriebi, Olivier et Abou Sanogo. 5 présidents des pays sahéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne prennent part ce vendredi à Bruxelles, en Belgique, à la conférence des donateurs pour la force du G5 Sahel. Cette conférence a pour objectif de mobiliser 300 millions d'euros, soit plus de 196 milliards de francs CFA, en vue du financement de la première année d'opérationnalisation de la force conjointe de lutte contre le terrorisme. Sur les fonds à réunir, l'Union européenne a déjà annoncé le décaissement de 50 millions d'euros, soit environ 33 milliards de francs CFA sur les 250 millions d'euros que la force a déjà mobilisés.
Avec les soutiens des 40 pays représentés, les organisateurs de la conférence devraient rapidement se targuer d'avoir réalisé leurs objectifs. Selon les pays du Sahel, cette conférence ne règle pas la question de la pérennité des financements. Elle demande la mise en place d'un mécanisme durable. Cette force sous-régionale comprend 7 bataillons forts de 650 hommes chacun et réunissant des forces issues des 5 pays de la sous-région: la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Le soutien de nouveaux partenaires comme la Turquie ou l'Afrique du Sud sont également attendus dans l'opérationnalisation de la force conjointe. Et voilà qui met fin à ce 13h. Très bonne journée à tous. Je vous retrouve pour d'autres informations à 20h sur RTI 1.